La Ligue de l'enseignement et la FCPE du Pas-de-Calais ont souhaité s'associer pour lancer un certain nombre de débats, notamment sur l'éducation, que l'on souhaite mettre au centre des débats publics dans cette période préélectorale. Et pour ce faire, nous avons invité un certain nombre de spécialistes en la matière. Alors, dans l'ordre, M. Yves Durand, qui est député maire de l'Homme, spécialiste de l'éducation nationale, quand même, pour avoir quand même pas mal travaillé sur le sujet. Monsieur Claude Lelièvre, historien, philosophe, spécialiste de l'éducation. Monsieur Daniel Boyes, président de la Ligue. Pierre Frakowiak, inspecteur honoraire de l'éducation nationale, mais aussi vice-président de la Ligue 62. Jean-Jacques Azan, président national de la FCPE. Et puis, pour finir, Karine Oyer, présidente de la FCPE du Pas-de-Calais. Donc, si vous avez des questions à leur poser avant que le débat ne démarre. Et Claire Lecomte, oui, Claire Lecomte doit être sur la route entre Amiens et Arras. Elle était en c'est sur place. Non, et oui, monsieur Herbert qui vient de nous rejoindre. Il représente le président du Pilet. Vous avez des questions un peu plus particulières à leur poser, vous puissiez les avoir un petit peu. C'est surtout pour parler des 6500 postes manquants, c'est orienté vers les propositions du président, ou c'est... Lequel Parce que vous en avez tout plein de présidents. Le grand président. Le futur ou le actuel? Voilà, c'est ça. L'actuel? J'avais pas remarqué que l'actuel avait fait beaucoup de propositions, remarquez. Ou alors il faut les lire au travers des lignes de quelqu'un d'autre. Contrairement, sinon contrairement du moins en petit contrepoint par rapport à ce qui vient d'être dit par Jean-Jacques, par exemple, pas le président, mais son parti. Donc le parti du président, qui est quand même la voix de son maître, a fait lui des propositions. Assez récemment, puisque c'était, si je ne m'abuse, le mardi 8 novembre dernier. Et ces propositions, elles ont un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'elles nous inquiètent terriblement parce qu'elles aboutissent inéluctablement à la destruction de l'école républicaine. Et on va sans doute en parler tout à l'heure. Et l'avantage, c'est que enfin les masques tombent. Voilà. Au moins, les choses sont claires. Jusqu'à maintenant, l'UMP ou la droite, parce que c'est le parti de la droite change souvent de nom. C'est un peu comme les lessives, vous savez, ça change tout le temps de nom pour la publicité, la réclame, comme on disait dans le temps, mais ça a l'air toujours aussi mal. L'UMP, la droite, les partis de droite, cachaient toujours leurs intentions derrière, au fond, une volonté apparemment consensuelle sur l'école. Aujourd'hui, enfin, ce n'est plus le cas. Je dis enfin parce que, je répète, les masques tombent. Et dans les propositions qui ont été faites par l'UMP, les choses sont très claires. Il s'agit de transformer l'école, plus exactement les savoirs et l'éducation, non plus en un droit, mais en une marchandise, les parents en usagers, les élèves n'en parle même pas, et les chefs d'établissement en patrons d'entreprise, les enseignants en travailleurs indépendants qui seront embauchés selon les besoins
ne pas les besoins des élèves ni de la nation ni de la République, mais selon les besoins marchands. Voilà. Donc, on est en train de mettre le point final à ce qui est une entreprise de destruction qui est mise en place petite touche par petite touche. Et on le voit dans les budgets, on en parlera tout à l'heure, ceci depuis 10 ans. Voilà. Donc, effectivement, on a raison, nous, de mettre l'école au centre de notre projet politique, les uns et les autres, quelles que soient par ailleurs les responsabilités que nous avons. Nous avons raison de mettre l'école, l'éducation au centre de notre projet, parce qu'il n'y a pas de République sans école, il n'y a pas de République sans éducation, et parce que l'école va mal aujourd'hui, et si jamais on continuait dans ce sens, l'école serait détruite. C'est pas seulement une question de... Parce que vous avez évoqué la question des postes, vous avez raison, mais c'est pas seulement ça. C'est bien au-delà du problème des postes. C'est vraiment un problème, comme vient de le dire Yves Durand, de politique générale et d'orientation. L'orientation, cette fois, elle est parfaitement claire. C'est la mise en place d'un système inspiré par une idéologie, on peut le dire comme ça maintenant avec le projet UMP, ultralibéral autoritaire. Sans caricaturer, c'est comme ça. C'est commencé par petits bouts depuis 2005 déjà, mais plus particulièrement depuis 2007, mais vraiment, comme le disait Yves, par petits bouts. Les programmes, les 4 jours, la suppression de la formation des maîtres, etc., etc. Toute une série de mesures qui, pour certains, n'apparaissaient pas cohérentes, mais qui l'étaient, et qui, cette fois, sont parfaitement lisibles dans le cadre d'un projet affiché, celui de l'UMP, qui n'est pas celui, qui est contraire à notre histoire même. Enfin, Claude Lelièvre est plus spécialiste de l'histoire de l'institution, c'est même le spécialiste en France actuellement de l'histoire de l'éducation, on pourra en parler mieux que moi, mais c'est contraire même à l'histoire de la droite dans notre pays. Quand on pense au gaullisme, à la prolongation de la scolarité, aux efforts qui ont été faits après 69-70 par la droite pour transformer l'école, les nouveaux programmes, etc., on se rend compte que là, délibérément, il y a rupture avec cette histoire de la droite elle-même, et avec cette histoire de l'école en France, pour rentrer dans un système à l'américaine, anglo-saxon, avec l'aspect quantitatif des postes, et avec l'aspect qualitatif de l'organisation des programmes, de la conception de la place de l'enfant dans le système. On le voit bien avec l'évaluationnite qui se développe, la compétition en permanence pour les élèves, pour les écoles, pour les enseignants. C'est vraiment, ça s'inscrit bien dans le système libéral. C'est clair, c'est pas péjoratif, c'est pas méprisant pour la démocratie, les gens qui sont au pouvoir, ils le sont légitimement, mais ça au moins, désormais, le mérite d'être lisible et cohérent par rapport à tout ce qui s'est fait. Et on va l'expliquer tout à l'heure, et on va débattre, c'est la raison de cette réunion, c'est qu'on a l'intention de débattre avec les gens de la mouvance FCPE, les parents d'élèves qui sont directement concernés par ça, et nous, Ligue de l'enseignement, mouvement d'éducation populaire, qui historiquement toujours, qui était à la fondation de l'école de la République, qui a accompagné l'école de la République et qui entend continuer à l'accompagner. Donc ce soir, on va avoir des syndicalistes, des parents, des enseignants, des gens des mouvements d'éducation populaire, tous ceux qui se préoccupent d'une autre conception de l'école, qui soit plus cohérente et avec l'histoire de notre pays et avec une volonté démocratique que nous partageons. Mais ces propositions, ces problèmes inquiètent aussi l'école privée, puisqu'il y a eu un mouvement de grève il y a très peu de temps. C'est quand même, je veux dire, le gouvernement de droite a réussi à mettre les enseignants du privé dans la rue. C'est quand même assez exceptionnel. Je crois que ça montre effectivement qu'aujourd'hui, l'école publique est vraiment en danger. Et comme l'a rappelé Pierre Marcoviac, comme l'a dit Yves Durand, nous, la Ligue de l'enseignement, nous sommes liés intimement, donc, depuis ses origines, donc, à l'école publique. Et l'enfant, donc, bien sûr, est au cœur des projets, notamment de la Ligue de l'enseignement. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que l'enfant n'est plus au cœur, donc, je veux dire, des projets de l'école, tels que la droite est en train de la mettre en place aujourd'hui. C'est-à-dire que l'enfant est devenu donc une marchandise. C'est-à-dire que la logique de l'école est une logique purement privée. Voilà. Et donc, on ne peut pas accepter, parce que
lorsqu'on est donc dans l'école, on ne fabrique pas donc une marchandise, on n'évalue pas qu'on peut évaluer la production des frigidaires ou des machines à laver, mais l'enfant, hein, c'est un citoyen donc, qui est en train de se construire, et l'école est là pour l'aider à devenir donc ce citoyen et à pouvoir ensuite s'insérer dans la société. Et donc on ne peut pas appliquer à l'école publique les logiques qui sont les logiques de l'entreprise, et aujourd'hui on y est, hein, puisqu'on évalue les enfants, même maintenant donc à l'école maternelle, pour savoir s'ils ont des prédispositions ou pas, ce qui est quand même assez effrayant, même sur le plan donc, philosophique. Ensuite, après, donc, on évalue les profs, on va évaluer, et on évalue comment, hein, sachant que l'école de la République, elle accueille les enfants dans leur diversité. Et que dès l'instant où elle accueille les enfants dans la diversité, il faut accepter cette diversité et donner les moyens de traiter cette diversité. Et c'est là également donc, un des grands enjeux donc, de la présidentielle de 2012, c'est-à-dire quelle école nous voulons pour permettre à chacun des enfants, dans sa singularité, dans sa diversité, de pouvoir réussir donc, à s'insérer dans la société et à devenir un citoyen. Moi, je voudrais rebondir sur l'école privée. L'école privée n'a pas les mêmes valeurs que l'école publique. Bien sûr, non, mais ce qui nous a surpris, nous, la presse, c'est tiens, l'école privée, c'est l'anglais. Moi, honnêtement, Oui, mais nous ne défendons pas la même chose. Oui, bien sûr. Et de toute façon, pour nous, pour la FCPE, il est hors de question de s'associer à un combat qui est. Enfin, de les associer à un combat qui est le nôtre et pas le leur. Et que de toute façon, il est aussi hors de question de les entendre se plaindre. Il faut quand même savoir qu'on supprime énormément de postes, que normalement il y a 20% de ces postes qui devraient être supprimés dans le privé, et que concrètement l'année dernière ils n'ont eu que 6% des postes supprimés. Donc en fait ils se plaignent, mais si on pouvait aller compter les élèves par classe dans le privé par rapport aux effectifs dans le public, c'est totalement différent. Et dans le même temps, on a quand même le gouvernement qui laisse ouvrir des classes hors contrat dans des établissements sous contrat. Donc là où nous, on nous dit les enfants de 2 ans ne peuvent plus être accueillis, bah cette année dans le Pas-de-Calais, il y a quand même 6 classes qui ont été ouvertes pour des enfants de 2 ans dans les écoles privées. Donc on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes valeurs ni sur les mêmes combats. Aujourd'hui, je pense que ce qui est nécessaire, c'est qu'on s'exprime sur un autre projet que celui qu'on nous prépare ou celui qu'on nous présente. C'est pour ça que je disais en surveillant que le président ne nous a pas dit grand-chose. Le ministre aujourd'hui nous a juste dit d'ailleurs que si c'était trop difficile, il ne ferait pas, par exemple, sur les rythmes scolaires. Il ne fait pas non plus sur la formation des enseignants, puisque un arrêté vient d'être annulé, abrogé, et que pour l'instant, le ministère n'a pas visiblement l'intention, en tout cas il l'a dit à personne, l'intention de se saisir de cette nouvelle chance de reconstruire une formation des enseignants autre que celle qu'il a détruite. Donc on a à faire face à un immobilisme total, devant lequel on est un peu d'abord obligé, parce qu'on a un autre projet, et puis ensuite on a envie d'exprimer ce qu'on attend pour l'école, ce qu'on attend de l'école. Qu'il ne soit pas une évaluation par le résultat comme ils font, qui n'a pas de grand rapport avec l'évaluation par le résultat, parce que c'est une évaluation que par les moyens qui est organisée aujourd'hui par le ministère. On regarde ce que ça coûte, on ne regarde pas ce que ça rapporte en termes de progression, de nombre d'élèves au bac, on ne regarde plus ça de toute façon. L'objectif de 85% au bac n'est qu'un chiffre sur un bout de papier. Ça ne représente rien comme recherche d'investissement réel du ministère, ni du président de la République d'ailleurs. Donc on a, nous, à défendre et ces objectifs et une autre école, et on pense que pour que l'école publique ait un avenir, il faut qu'elle puisse faire réussir les élèves, qu'elle réponde à l'obligation de résultat qu'on en attend, et qu'on la transforme très en profondeur sur toute la relation pédagogique qui existe. Et que si on ne fait pas ça, c'est l'autre voie, celle d'une voie ultralibérale, de dislocation peu à peu ou en totalité, qui sera celle qui sera choisie et pas une qui amènera les élèves dans une réussite, pas les uns sur le dos des autres. Bon, je vais attaquer une mesure un peu plus... l'histoire des heures supplémentaires qui sont, sur lesquelles on ne paye pas d'impôts. Défiscalisé. Défiscalisé, voilà. Ça a l'air de fonctionner dans les collèges et les lycées. Ça fonctionne très très mal pour les élèves. Ah oui, tout à fait. Mais les enseignants... Non mais nous, FCPE, ce qui nous intéresse, c'est les élèves, en fait. C'est une question que je pose. Hein. Oui, oui. C'est plus combien?
Non, mais pour nous, ce qui est... La question des heures supplémentaires, elle est... Alors, d'abord, elle... Je parle pas des universités, hein. Oui, elle pose un problème fiscal, puisqu'il y a besoin d'argent. Bon, bah, il y a besoin d'argent, ceux qui ont besoin d'argent, ils le trouver là où ils l'ont enlevé. Hein. Mais elle pose un vrai problème de fonctionnement de l'enseignement, de fonctionnement des établissements. Les heures sup, c'est pour faire face aux suppressions d'emplois. À la fin du compte, même à nombre d'heures équivalent, on a supprimé des adultes dans les établissements. Donc on a généré moins de dialogue dans les établissements, moins de situations de possibilité de prendre en charge un certain nombre d'élèves. On a rempli d'ailleurs d'heures sup un certain nombre d'enseignants qui font des heures sup sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Bilan des courses, le jour où il faut remplacer le mec, il est déjà à la gueule, donc il ne fera rien. Il ne peut plus, de toute façon, c'est fini. La prise en charge de classe et de suivi ou de tutorat, ou même de suivi comme prof principal, il ne faut plus y compter, parce que de toute façon, il ne peut plus. Et puis, on a surtout fait baisser le nombre d'adultes dans les établissements. Et ça, c'est une vraie volonté qui est affichée d'avoir moins d'enseignants dans les établissements. Et nous, notre volonté, c'est qu'il y ait plus d'adultes. Alors justement, ça s'entrechoque un petit peu, c'est très très clair. Ensuite, les heures sup. L'autre défiscalisation, celle qui coûte bien cher aussi, c'est celle qui sert à payer Academia, Complétude et autres boîtes à révision, dont d'ailleurs on n'a jamais mesuré la réalité de l'efficacité. C'est-à-dire personne ne sait si un mec a eu son bac en passant par Academia, s'il ne l'aurait pas eu s'il n'y était pas passé. Hein. Sur les heures supplémentaires, première réflexion, très rapidement. Il est quand même scandaleux que, les enseignants prennent des heures supplémentaires. Il faut voir pourquoi. Parce que nous avons en France les enseignants les plus mal payés d'Europe. Il y a un rapport de l'OCDE qui paraît il y a 3 mois, qui dit clairement les choses. Nous avons les enseignants les plus mal payés des pays développés. Et donc quand on a un jeune couple d'enseignants, Bac plus 5 maintenant, puisque la masterisation va à Bac plus 5, on se retrouve avec 1600 € au départ net pour commencer. Dès qu'on peut avoir gratté une heure ou deux supplémentaires, il faut être un saint pour les refuser. Donc oui, les enseignants acceptent des heures supplémentaires, mais je trouve qu'il est scandaleux de la part de l'État employeur d'obliger les enseignants à faire des heures supplémentaires pour pouvoir vivre convenablement. C'est un manque de considération qui est très probablement d'ailleurs à l'origine du manque de candidats au concours d'enseignants. Car on voit aussi que le vivier des futurs enseignants est en train de s'assécher, ce qui est catastrophique pour l'école dans les années qui viennent. Et puis, c'est une aberration sur le plan économique. Puisque, c'est une aberration sur le plan scolaire, évidemment, parce qu'on va obliger les enseignants qui ont déjà des difficultés à faire dans le secondaire, leurs 15 heures ou leurs 18 heures de classe, parce que c'est un métier qui devient de plus en plus difficile et que, évidemment, 15 heures et 18 heures de classe, c'est pas 15 heures et 18 heures de travail, il faut le doubler. Donc, si on fait des heures supplémentaires, ça veut dire qu'on va surcharger la tâche des enseignants qui n'en peuvent déjà plus. Donc c'est une stupidité sur le plan pédagogique, c'est une stupidité sur le plan économique, puisqu'on s'aperçoit dans le budget de l'éducation nationale, en tout cas de l'enseignement scolaire, je mets hors l'enseignement supérieur, que les heures supplémentaires coûtent à peu près 2/3 de l'économie, entre guillemets, qui a été réalisée par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur d'un enseignant sur deux. Donc on ne fait pas d'économies. Les économies dont nous parle M. Châtel à longueur de temps, c'est pas vrai. C'est bouffé par les heures supplémentaires. Alors pourquoi en fait le gouvernement s'entête à défiscaliser les heures supplémentaires? D'abord parce que c'est une promesse pour l'ensemble de la population, il n'y a pas que les enseignants du président de la République, c'est le fameux travailler plus pour gagner plus, on voit d'ailleurs le résultat. C'est travailler plus pour gagner moins maintenant. Et puis quand on travaille, quand on a un emploi, et puis c'est parce que, évidemment, les heures supplémentaires ne rentrent pas, ça évite de créer des postes, et ça ne rentre pas
dans le calcul de retraite, et ça évite effectivement d'avoir des gens qui après ont des plans de carrière et de retraite qui sont pérennes. Voilà. Et c'est donc la volonté d'assécher le corps des enseignants. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure.